Bienvenue pour cette deuxième session du premier webcafé GAMP francophone avec aujourd'hui comme sujet les captures d'écran. Hop là. Je vais me présenter rapidement. Donc moi c'est Quentin Oyo, je suis SME-CSV. Je travaille actuellement pour la société Expleo en Suisse et je suis administrateur de l'association ISPE France et je suis également membre du steering committee de GAMP francophone. Et aujourd'hui je suis accompagné par Yves, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, donc Yves Sanson, je travaille également en Suisse, à Bâle, dans une entreprise qui s'appelle Kéréon, et je suis l'un des cofondateurs de GAMP francophone et également administrateur d'ISPE France. Hop là. Alors, par rapport au sujet qu'on voulait voir avec vous aujourd'hui, je vous préviens tout de suite, on est sur un webcafé, mais on est un petit peu sur un format webinaire parce qu'on souhaitait pouvoir aller vraiment dans le fond des choses concernant les screenshots parce que c'est un sujet important. Du coup, on vous a fait 2-3 slides bien écrites et on va vraiment se focaliser aujourd'hui là-dessus. Mais on a quelques actualités ISPE dont on voulait quand même vous parler. Tout d'abord, avant de commencer ce webcafé, je propose que Yves vous présente GAMP francophone et ensuite on attaque. C'est parti, à toi Yves. Merci Quentin, donc si certains participants veulent en savoir plus sur GAMP ou veulent l'historique de GAMP, on pourra faire un webcafé dédié. GAMP, c'est Good Automated Manufacturing Practice, et c'est une organisation qui au départ a émergé en 1991 en Grande-Bretagne en réponse à ce que l'on a appelé après au niveau historique les Pivotal Inspections, donc les inspections pivots. Et les inspections pivots correspondent aux premières inspections que la FDA a faites, en particulier en Europe, concernant les systèmes automatisés et informatisés. Et ce sont des inspections qui se sont déroulées entre 89 et 90-91. Et comme beaucoup d'inspections se passaient mal, un certain nombre d'experts métiers, comme on dit maintenant de manière plus moderne, se sont retrouvés et, sous l'égide d'un inspecteur de la MCA à l'époque, ont créé GAMP. Aujourd'hui, GAMP est une entité, une communauté de pratique, Community of Practice de l'ISPE. GAMP a rejoint l'ISPE en 2000, l'année précédant la publication de GAMP 4. Et aujourd'hui, au niveau de l'ISPE, vous avez pas seulement GAMP comme communauté de pratique, mais vous en avez sur la ventilation, sur les eaux pharmaceutiques, sur les processus continus, sur la mise en route, donc commissioning, qualification, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de communautés de pratique au sein de l'ISPE, et GAMP en est une, y compris aussi Pharma 4.0, qui est une communauté de pratique indépendante. En France, ou dans la zone francophone, pour mieux parler, avec Michel Rassas, j'ai créé GAMP francophone en 2006, à la demande du CA d'ISPE France. Et je tiens à l'appellation francophone parce que nous ne sommes pas seulement limités à l'Hexagone, mais nous regroupons toutes les personnes qui sont intéressées par GAMP et qui sont d'expression française ou qui maîtrisent le français. Donc la Suisse romande, évidemment, la Wallonie, le Luxembourg, mais aussi le Québec, mais aussi un certain nombre de pays, en particulier en Afrique, qui sont d'expression française et qui se raccrochent à nos activités. Merci Yves. Alors, concernant ISPE, on nous a demandé de faire un petit éclaircissement parce qu'il y a beaucoup de mails que vous recevez concernant nos événements, donc on va s'en occuper maintenant. Vous avez le 20 juin à Lyon, à Vatel pour ceux qui connaissent, on aura la conférence sur système de gestion de la qualité. Vous avez dû recevoir les invitations et on a finalisé le programme. Il apparaîtra bientôt en ligne. On a juste 2-3 soucis avec le prestataire qui s'occupe de notre site internet, mais ça va se régler rapidement. Ensuite, après cette conférence, vous aurez l'Assemblée Générale de l'ISPE France. Les invitations vont également être prochainement envoyées. Vous avez dû recevoir la semaine dernière les invitations concernant éco-responsabilité. Donc là, l'appel, pardon, donc ce sera à Ramon, à côté d'Avignon, et c'est les 19 et 20 septembre, puisque en fait, le 20 septembre au matin, on fera une visite de site. Et enfin, le 14 novembre à Mulhouse, je laisserai Yves un peu parler de l'endroit où on sera.
On fera une conférence sur intelligence artificielle et on est en train de travailler sur l'appel à présentation qui devrait bientôt partir. Donc dans l'ordre, c'est bien SMQ, éco-responsabilité et intelligence artificielle à Mulhouse. Et du coup, je te laisse compléter Yves pour intelligence artificielle. Merci Quentin. Oui, donc à Mulhouse, nous serons hébergés par l'ENSISA, donc l'École nationale supérieure d'ingénieurs du Sud-Alsace, qui est une école d'ingénieurs, une ENSI, qui a quatre activités principales, ou quatre spécialités principales: informatique et réseau, automatique et système, et textile et production, mécanique et production. Et dans le cadre de ces deux premiers départements, donc automatique et système et informatique et réseau, il y a également des laboratoires de recherche qui travaillent sur les questions liées à l'intelligence artificielle. C'est une école avec laquelle j'ai de très bonnes relations locales, hein. Je ne suis pas un ancien de l'école, je ne suis pas un ancien de l'ENSISA, mais je suis assez actif au niveau de l'ENSISA et je serai très heureux de pouvoir vous accueillir à l'ENSISA pour cette journée le 14 novembre, sur un sujet qui normalement devrait un peu déplacer les foules, puisqu'il se dit beaucoup de choses et malheureusement beaucoup de choses inexactes sur les questions liées à l'intelligence artificielle. Merci. On avait une petite annonce à vous relayer, quelque chose qui n'arrive pas souvent, c'est que jusqu'à la fin du mois de mai, si vous êtes membre de l'ISPE, vous pouvez avoir une réduction de 50% sur tous les guides ISPE. Vous utilisez le code donc MAY50 et ça vous donnera la dite réduction. On rediscutera à la fin des adhésions si vous avez besoin de renouveler votre adhésion, mais c'est extrêmement intéressant. Il faut savoir que quand vous achetez un guide ISPE, la différence de prix entre membres et non membres, c'est grosso modo ce qui vous permet de payer votre adhésion annuelle. Donc là, vous êtes vraiment à un tarif qui va être très 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 avantageux et ça vaut largement le coup de renouveler votre adhésion si vous êtes concerné. En Sachant que guide, ça, oui, sachant que ça couvre non seulement tous les guides ISPE, donc les baseline guides et les good practice guides de l'ISPE, mais GAMP faisant partie de l'ISPE, tous les guides GAMP, y compris les good practice guides, rentrent aussi dans le cadre de ce rabais de 50%. Donc surtout, profitez-en. oui. Et donc, Éduquez les groupes. on parlait au dernier webcafé du guide Pharma 4.0 qui vient de sortir, qui est dans la lignée du Baseline Guide. Vous pouvez du coup, c'est le moment d'y jeter un oeil si vous avez besoin. Et on reviendra au fur et à mesure de ce webcafé sur les captures d'écran, sur deux trois autres guides que vous pouvez vous mettre de côté et qui sont extrêmement intéressants aussi. Sur ce, je vous propose qu'on commence le sujet de fond. Jérôme, on répondra à ta question tout à l'heure, je l'ai bien vu. Euh, Sur ce, je vous propose qu'on attaque le sujet du jour. Et donc, Yves, je te donne la main. D'accord, merci Quentin. Donc, Secondary Test Evidence, ça c'est le titre du chapitre concerné dans GAMP5, dans la deuxième édition de GAMP5. Et ça s'est appelé pendant très longtemps hard copy, attachment et des choses comme ça. Et en fait, ce que je trouve bien dans cette révision de GAMP5 deuxième édition, c'est de rappeler que ce ne sont que des preuves de tests secondaires. Et on va revenir au cours de la présentation sur ce que sont les preuves de test ou ce que devraient être les preuves de test primaires. Mais comme dit, on utilise beaucoup de termes quand on parle de ces pièces jointes. On va parler de pièces jointes, de copie d'écran, de hard copy ou de copie papier, d'impression. Et tout ça, en fait, ce sont des preuves de test qui viennent en plus des preuves de test initiales, et on va le voir tout à l'heure, qui correspondent en fait au script de test que l'on aura rempli avec les observations d'usage. Donc la question de base est de savoir de combien de preuves de test avons-nous besoin? Qu'est-ce qui est nécessaire? Et qu'est-ce qui est indispensable? Et par le fait, qu'est-ce qui est de toute façon superflu? Fait que pour répondre à cette question, il faut revenir aux définitions de base. Et les définitions de base, c'est la définition de la validation et de la qualification. Fait que
Au niveau de la validation, c'est ce que moi j'appelle personnellement la définition historique de la validation. Ça se rapporte d'ailleurs à la validation des procédés. C'est de dire qu'on va apporter des preuves documentées fiables, high degree of assurance, hein, donc des preuves documentées fiables que le process fait ce pourquoi il a été conçu et qu'il le fait de manière fiable, qu'il le fait de manière répétable, d'après des spécifications et des attributs qualité prédéfinis. Quand on regarde au niveau des BPF européennes, on voit que la qualification, ça correspond d'abord à apporter des preuves et des preuves documentées que l'équipement satisfait à l'usage prévu. Après ces 2 définitions, on arrive ou ces 3 définitions, on arrive à la question, mais que nous disent les ou que nous demandent les BPF? Ou pas seulement les BPF. Là, vous voyez, j'ai aussi mentionné 21 CFR 58 qui correspond en fait au BPL, bonnes pratiques de laboratoire, donc dans les phases précliniques. J'ai pris aussi comme référence l'USP, chapitre général 1058. J'ai été regarder aussi dans PIX Pays 011, c'est un vieux document, mais qui est toujours d'actualité, qui est toujours intéressant à regarder. Et évidemment, au niveau des BPF européennes, j'ai regardé le chapitre 4 et les annexes 11, euh, validation des systèmes automatisés et informatisés, et le chapitre 15 qui correspond aux activités de qualification et de validation. Et là, grande surprise, peut-être pour vous, pour d'autres, ben, il n'y a pas grand-chose qui est spécifié et qui est demandé. Ce qui est demandé, et quand on lit un peu ce qui est écrit dans les différents documents et qu'on essaie de le mettre correctement en perspective, c'est que nos tests soient traçables. Quand on regarde l'annexe 11, une des exigences clairement définies, c'est que les spécifications et les exigences doivent être traçables tout au long du cycle de vie. Sachant que la phase de test fait partie du cycle de vie du système, ça implique directement que nos exigences, nos spécifications soient traçables, y compris sur les activités de test. La deuxième chose, c'est que les méthodes de test doivent être spécifiées et justifiées. C'est ce qu'on va définir en fait dans nos stratégies de test et qu'on va décrire un petit peu dans nos plans de qualification. C'est qu'on ait des preuves de test qui soient disponibles et que tout ça se passe sous la supervision de l'assurance qualité. Et que j'ai pris le temps, quand j'ai préparé cette présentation, de regarder un petit peu dans les différents textes que je vous ai montrés précédemment ce qu'il y avait. Fait que là, vous avez un petit peu un résumé des différentes choses. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose qui décrivent par le menu les activités de test, et il y en a encore moins qui parlent de l'effort de documentation des tests. 1058, donc USP 1058 va dire attention, il faut que vous ayez des preuves objectives. Mais bon, ça ne veut pas dire que vous avez besoin de screenshots. J'ai regardé encore un autre document, c'est un document GCP, c'est le guide de l'EMA par rapport au système d'information utilisé pour la conduite d'études cliniques. Et là, il y a un point intéressant parce que dans ce guide, c'est un guide qui a été publié en mars 2023 dans sa version finale. D'un côté, on rappelle un petit peu ce qu'il devrait y avoir dans un cas de test. C'est ce que vous avez sur la colonne de gauche. Et sur la colonne de droite, il est mentionné la chose suivante, que là où cela est applicable et requis par le cas de test ou ou la procédure de test, des preuves, par exemple des screenshots, peuvent être apportés en complément de nos scripts de test. Et ça veut bien dire une seule chose, c'est à la discrétion de celui qui rédige les cas de test. Ça ne veut pas dire qu'il faut partout des preuves de test. On dit là où cela est applicable et requis. Requis, c'est le cas de test qui va le requérir, ce n'est pas la réglementation. Donc, si on fait un petit peu un résumé de tout ça, la première chose, c'est que
la réglementation nous demande de pouvoir prouver que nos équipements, nos process satisfont à l'usage prévu. C'est cette adéquation du système ou du process, c'est ce qu'on appelle en anglais fitness for the intended use. Mais la réglementation ne nous dit en aucun cas que devons-nous documenter et comment devons-nous documenter. Ça reste à notre évaluation, à notre compréhension de nos activités, de pouvoir justifier d'une stratégie de test et de la documentation des stratégies de test. Puis dernier point à ne pas oublier, un équipement doit être qualifié, un process va être validé et la condition pour valider un procédé ou un processus, ça va être que les équipements appliqués soient préalablement qualifiés. Et qu'on revient maintenant à notre question de base, c'est que devons-nous faire? Comment devons-nous le faire? Comment devons-nous le documenter? Et c'est là où ces preuves de tests secondaires vont en fait prendre tout leur sens. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe, ah, il y a eu un problème, voilà. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on voit que quand on réfléchit à une stratégie de test, on a d'abord notre système de gestion de la qualité. Quand on est une entreprise pharmaceutique, on a ce qu'on appelle un Pharmaceutical Quality System, PQS, et dans notre manuel qualité, dans nos SOP de haut niveau, on va décrire des exigences, des règles à suivre qui vont couvrir, entre autres, les activités de test et de vérification, de qualification et de validation. Ces règles-là vont être interprétées au niveau du système ou de l'application ou de l'équipement que l'on veut qualifier ou valider. C'est-à-dire que dans le plan de qualification, je vais m'adosser à ces règles qui sont définies dans le manuel qualité et en conséquence, je vais élaborer une stratégie de test. Et suivant la complexité du système ou de l'application, je vais peut-être avoir besoin d'avoir des plans dédiés pour les activités de QI, de QO et de QP. C'est sûr que si j'ai un pH-mètre, je n'ai pas besoin de tout ça. Mais si j'ai quelque chose de plus complexe ou avec un périmètre relativement large, à ce moment-là, j'aurais besoin peut-être d'avoir des plans dédiés pour les activités de QI, QO, QP. Et dans ces plans de QI, QO, QP, je vais avoir des pièces jointes, des annexes, qui seront en fait mes scripts de test. Et ces scripts de test vont me décrire comment je dois réaliser mes tests. Fait que les règles de base d'un script de test bien élaboré et conforme, c'est qu'on a une partie qui est formelle, c'est-à-dire un identifiant unique du test, du cas de test, la référence vers les spécifications qu'on est en train de vérifier avec ce cas de test, la méthode de test qui comprend aussi bien les prérequis que l'exécution du test, que peut-être des activités post-exécution, les critères d'acceptation qui correspondent en fait aux résultats qu'on attend. Et quand on va réaliser les tests, si on statuer sur le test, est-ce que c'est un échec ou c'est un succès? Et puis évidemment, on va dater et signer ou paraffer. Chaque fois qu'on a des plans, on va avoir des rapports. Donc, si j'ai des plans spécifiques pour les activités de QI, QOQP, je vais avoir des rapports de QI, QOQP. Et puis, bien évidemment, quand j'aurai terminé ma qualification, j'aurai un rapport de qualification qui me permettra de libérer mon système pour un usage BPF ou BPX. La question, en fait, qui va arriver, c'est, mais ces preuves de test additionnelles, où sont-elles? Et en fait, elles arrivent en complément de mes cas de test. Mais il faut bien avoir conscience que la première chose dont je vais avoir besoin quand je vais tester et quand je vais vouloir documenter mes tests, c'est l'enregistrement des résultats observés. Et c'est ça qui correspond à ma primary test evidence, à ma preuve de test primaire. Et tout ce qui est en pièce jointe sera en fait des preuves secondaires, à la discrétion de celui qui a mis en place la stratégie de test et qui a rédigé les scripts de test. Donc, il n'y a aucune obligation de vouloir mettre partout des pièces jointes. Donc, quand je reviens à mes preuves de test primaires, initiales,
bah, c'est mon script de test que je vais remplir à la main, quand je fais des tests manuels. Et là-dessus, GAMP 5 nous rappelle un certain nombre de choses. Fait que la première chose, c'est qu'il faut que mes scripts de test soient correctement constitués. Et ça, c'est une erreur que je vois assez régulièrement chez beaucoup de clients qui oublient que l'observation d'un résultat, c'est pas marqué succès ou échec, c'est d'abord de consigner l'observation qui a été faite et c'est la comparaison entre l'observation et le résultat attendu qui me permet de statuer en disant c'était un échec ou c'était un succès. Donc là, il ne faut pas faire d'économie de bout de chandelle. La colonne que vous voyez ici sur la droite, Observe Result, donc les résultats observés, elle doit exister dans vos scripts de test. Vous ne pouvez pas en faire l'économie. Parce que si vous faites l'économie de cette colonne, l'assurance qualité va vous dire: «Eh, tu es gentil, tu me dis que c'est un succès, mais prouve-le». Et du coup, vous allez commencer à générer des preuves de test supplémentaires, faire des screenshots, des impressions et tout ça. Et en fait, c'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est d'abord que le testeur suive la procédure de test, regarde les résultats attendus et de l'autre côté, renseigne de la manière la plus efficace possible le résultat observé. On a Lionel Oui, qui nous dit: le testeur doit-il décrire ce qu'il observe, observe test, même si cela correspond au résultat attendu? oui, 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 GAMP, déjà dans GAMP 4, c'était marqué, écrire as expected ou ditto ou des choses dans ce goût-là, c'est pas considéré comme une observation. Si je dis, par exemple, ici, le système, doit pouvoir, booter avec succès et ben, je mettrai en face: «Système a booté», point. C'est Je reviendrai, sur le slide de conclusion sur quelques recommandations sur l'écriture la rédaction des scripts de test, mais il faut vraiment faire attention que quand on décrit le résultat attendu, on le décrive d'une telle manière qu'on puisse documenter l'observation de manière très simple. Ça peut être un mot, ça peut être une courte phrase, mais il faut surtout pas que ça devienne un roman. Et quand on va regarder maintenant dans GAMP 5, deuxième édition, sachant que GAMP a toujours dit qu'il fallait être très parcimonieux avec ses preuves de test additionnelles, parce que globalement, et je suis tout à fait d'accord avec mes autres collègues de GAMP, ça n'a aucune valeur ajoutée. Bombarder le testeur de screenshots à faire, que va faire le testeur? Il va être plus préoccupé par la bureaucratie de la gestion des screenshots que de regarder sur ce qu'il y a effectivement sur l'impression qu'il a générée. Et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le voir quand je faisais des revues de, d'exécution de tests, où les gens m'expliquaient qu'ils avaient tout vu, tout regardé, tout était en ordre, et à part le fait que toutes les pièces jointes étaient correctement identifiées, cross-référencées, signées, datées, que sais-je encore, ben, ils avaient oublié de regarder ce qu'il y avait sur la feuille. Et pour avoir fait des tests, pour faire encore des tests de temps à autre chez des clients, je peux vous dire qu'il vaut beaucoup mieux limiter au maximum la bureaucratie du testeur, mais s'assurer qu'il ait le temps de penser, de réfléchir, d'observer, d'appliquer, de faire preuve d'esprit critique sur les résultats qu'il voit, la manière de les documenter, et globalement, ça marchera beaucoup mieux. Fait que ce que Gant rajoute quand même dans ce chapitre 8.5.3, c'est de dire que parfois, avoir des preuves de test additionnelles, ça peut être intéressant. Par exemple, si l'observation du résultat attendu est tellement complexe à décrire, vous connaissez l'adage, hein, une image vaut mieux que 1000 mots. Eh ben oui, dans ces cas-là, on va plutôt préférer une image que d'avoir une longue description verbale qui, par définition, sera très souvent maladroite. On a encore d'autres cas de figure. Par exemple, si j'ai besoin de faire une comparaison avant-après, c'est probablement beaucoup plus efficace d'avoir une impression avant, une impression après et de mettre en exergue les différences que de devoir le décrire de manière verbale. Donc, dans ces cas-là,
évidemment, les impressions, les pièces jointes sont les bienvenues. Mais ce sont quand même des cas très limités par rapport à la grande majorité des tests que l'on va exécuter. En somme, ce que vous pouvez retenir, c'est que les screenshots, c'est vraiment quand ça vous arrange et quand ça fait sens pour réaliser votre script de test. Je reviens aussi à ce que disait Yves tout à l'heure. Il faut vraiment faire preuve d'esprit critique et n'utiliser les screenshots que quand ils sont vraiment pertinents et qu'ils apportent une plus-value. Surtout que si vous tombez sur un inspecteur, un auditeur qui connaît bien le CSV et qui a vraiment la fibre CSV, il pourrait vous challenger sur pourquoi vous mettez des screenshots à des endroits où ce n'est pas nécessaire. Pourquoi vous mettez des évidences de test secondaires à un endroit où on pourrait parfaitement s'en passer. Et si vous tournez un peu autour du pot et que il vous asticote, si je peux dire ça comme ça, il pourrait dire bah vous faites pas confiance à votre testeur, ou alors c'est que vous n'avez pas pris le temps de bien écrire vos scripts de test. Et en fait, il y a plein de mauvaises raisons de faire des screenshots. Et si l'inspecteur se rend compte que c'est une de ces raisons qui vous pousse à faire des screenshots, en fait, malheureusement, non seulement le screenshot va pas vous aider, mais le screenshot va même vous desservir. Voir ça dans le slide suivant, il y a un certain nombre de choses qu'il faut garder à l'esprit. La première chose, c'est que quand je rédige mes scripts de test, il faut que je m'assure que l'observation ou les observations de test que je vais pouvoir documenter, qu'elles sont suffisamment pertinentes de manière à ce que quand je vais faire après ça une revue par un pair, donc ce qu'on appelle la revue par le subject matter expert, ben, que ce pair puisse faire une revue pertinente par rapport aux informations disponibles. Et ça ne veut pas dire qu'il faut submerger celui qui fait la revue de preuves de test qui ne sont pas nécessaires. L'autre point que j'ai mentionné explicitement, parce que j'ai eu l'occasion ces dernières années de réécrire ou d'écrire à neuf d'ailleurs les, les procédures de validation d'un client pour tout ce qui est système OT, donc pour tout ce qui est système de contrôle commande, automation, équipement de labo et tout ça, j'ai quand même été obligé de rappeler une chose, c'est que les preuves de test secondaires ne doivent pas être utilisées pour suppléer au manque de confiance qu'on a dans le testeur. On se dit, ah oui, mais si je lui demande pas un screenshot, il va peut-être pas le faire. Rien que se poser la question, moi, ça me pose 2 problèmes. Un problème de BPF. Les BPF sont là pour des gens honnêtes. On ne peut pas se permettre d'avoir des gens malhonnêtes. Les BPF n'ont pas été prévus contre le sabotage ou contre les gens malhonnêtes. Et le deuxième problème que j'ai, c'est un problème d'intégrité et d'intégrité des données. Si je ne peux pas faire confiance dans l'enregistrement que le testeur documente dans le script de test, j'ai un souci qui dépasse largement le problème de la pièce jointe. Donc, il faut revenir aux bases. Les bases, c'est j'ai des testeurs, je les ai formés, je leur fais confiance. Ça n'empêche pas d'avoir une certaine supervision et un certain contrôle de ce que font les testeurs, mais je ne considère pas que mes preuves de test supplémentaires vont être là pour pallier au manque de confiance que je pourrais avoir. Lionel nous dit il y a des inspecteurs qui insistent pour avoir des copies d'écran. Que doit-on faire dans ce cas? Bien, je reviens, mon cher Lionel, à mon argument favori. Un inspecteur inspecte en français dans le texte d'après un référentiel opposable. Le référentiel opposable, ce sont les BPF. Si l'inspecteur dit oui, mais on va pouvoir lui dire très poliment, dis-moi où est-ce écrit. Et il va se rendre compte que c'est écrit nulle part. Le fait de dire pour un inspecteur oui, mais les autres le font comme ça, je suis désolé, les BPF ne fonctionnent pas comme ça. Les BPF fonctionnent sur un rationnel qui sont les exigences réglementaires. On a déjà suffisamment de mal à satisfaire vos exigences réglementaires sans état d'âme. On n'a pas besoin en plus de se compliquer la vie. Et c'est pareil pour les auditeurs.
j'ai régulièrement la remarque quand je discute avec des fabricants d'équipements ou des éditeurs de solutions: «Ah oui, mais il y a tel labo qui est venu nous auditer et il nous a dit que s'il y a pas de copie d'écran, ça marche pas». J'ai même connu pire, s'il y a pas de copie d'écran où on peut voir le jour et l'heure, ça marche pas. Et là, c'est simplement des auditeurs qui sont en roue libre. Si vous avez des scripts de test correctement construits, avec des attentes clairement définies, avec des enregistrements d'observation qui sont clairs, qui sont univoques, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a aucune raison de demander plus. Et là-dessus, il faut aussi avoir le courage de défendre son approche. J'utilise depuis très longtemps le terme de inspection marketing ou de audit marketing. C'est simplement de dire, j'ai des idées, j'ai des approches, j'en suis fier parce que sinon je ne l'aurais pas fait comme ça, à moi de savoir le vendre. Et savoir le vendre, ça veut dire ben, montrer à l'auditeur, montrer à l'inspecteur que certes, c'est peut-être pas ce qu'il attendait au départ, mais ce n'est pas moins valable que ce qu'il pouvait attendre. Il y a peut-être même des points positifs de meilleure efficacité, de limitation de l'effort, mais en limitant l'effort, j'arrive à focuser mon effort sur les points importants. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Puis quand Ouais. on parle de preuves de tests secondaires, si on dit on n'en a pas besoin, on pourrait faire une autre erreur. Euh, on a aussi, oui, les clients nous demandent aussi des copies d'écran. Ouais, des fois, c'est les pires. Et l'autre erreur qu'on pourrait faire, ce serait de dire, ah ben si j'ai pas de copie d'écran, je vais demander des témoins de test. Et là, c'est dramatique. Parce que dans le chapitre de GAMP 5, deuxième édition, dans le chapitre qui suit les Secondary Test Evidence, on arrive à Test Witness. Il faut surtout pas tomber de Carib en là. Et ce qui pourrait nous arriver de pire, c'est de dire, bah, puisqu'on ne fait pas de copie d'écran, partout, on a un témoin de test. Là, de nouveau, GAMP nous rappelle que dans la plupart des cas, il n'y a pas de valeur ajoutée à avoir et il n'y a pas de bénéfice à avoir des témoins de test. En plus de ça, ce n'est pas une exigence réglementaire. Fait que pour des cas très particuliers ou pour des choses où on pourrait se dire, voilà, d'après notre analyse de risque, là, c'est particulièrement critique, ce serait bien qu'on se mette à deux pour tester. Ça, c'est tout à fait acceptable, mais ça doit rester l'exception. Mais je ne veux pas aller trop loin sur les questions liées aux, aux témoins de test, mais globalement, la manière dont c'est vendu et la manière dont c'est pratiqué, c'est deux approches différentes et qui ne sont pas particulièrement réconfortantes. Fait qu'il y a une chose qu'il faut garder en tête, peut-être qu'au lieu d'appeler ça témoin de test, je profite de ces tests que, par exemple, mon fournisseur va exécuter sur site avec l'équipement pour avoir les futures équipes en charge de la maintenance et de l'exploitation de l'équipement, pour faire un transfert de compétences, pour faire un transfert de connaissances. Là, ça fait sens. Mais ils sont là, ce n'est pas pour être témoins de test, c'est d'abord pour apprendre sur l'équipement, pour apprendre les points forts, les points faibles, les différents aspects opérationnels de l'équipement. Et là, j'ai aucun souci là-dessus. Mais pour le reste, avoir juste quelqu'un qui reste assis à côté puis qui va contresigner chaque étape, très franchement, j'en vois pas l'utilité. Il y a une autre chose que GAMP rappelle, c'est que quand on est sur des systèmes automatisés et informatisés, ces systèmes-là vont générer des audit trails, vont générer des logs qui s'appellent batch history file quand on est sur des équipements de production, qui s'appellent protocole analytique, d'exécution du protocole analytique quand on est sur des équipements analytiques. Et GAMP nous dit, ben, en fait, le meilleur témoin de test que tu as, c'est le système qui enregistre les interactions entre l'utilisateur et le système ou qui documente l'exécution automatique de certaines tâches. Et à ce moment-là, et je peux vous dire, c'est quelque chose que je fais depuis déjà le milieu des années 90, quand j'ai des systèmes qui sont correctement conçus avec des audit trails fiables et avec des batch history files fiables, j'ai exécuté ma procédure de test
et après ça, je vais chercher dans le batch history file tous les enregistrements qui se rapportent aux activités de test que j'ai exécutées, et je mets en pièce jointe cet extrait du batch history file, du protocole d'analyse. Et à ce moment-là, on n'a pas eu besoin de faire des screenshots supplémentaires, on n'a pas eu besoin d'un témoin de test supplémentaire. Le système s'autosuffit par rapport à tout ce qu'on a pu faire et tester. Mais vous voyez là, à plusieurs endroits, on mentionne ça dans GOM5, utiliser les systèmes et les fonctionnalités des systèmes, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi commencer à réfléchir sérieusement à automatiser les tests. La première version du guide du Good Practice Guide de GAMP sur les tests des systèmes automatisés date de 2005 quand même, 2005-2006. Et déjà à l'époque, on avait commencé à parler d'automatisation des tests. On est juste 20 ans plus tard et on se rend compte que c'est des choses qu'on n'a encore pas vraiment bien implémentées ou implémentées seulement de manière très très partielle. Donc là, il y a peut-être des efforts à faire pour limiter la nécessité de faire des tests manuels et automatiser autant que possible un certain nombre de tests. Par exemple, des tests de régression devraient pouvoir se laisser automatiser assez facilement. On peut vous faire un webcafé dédié à l'automatisation des tests. Là, on n'a pas le temps pour rentrer dans tous les détails, mais sachez que avant de faire un effort de test monstrueux avec des pièces jointes et des témoins de test, il y a peut-être d'autres choses plus efficaces et plus importantes à faire. Donc, je vous mentionnais le Good Practice Guide Testing. La première et la deuxième édition ont été rédigées sous la responsabilité de David Stokes, donc le collègue que vous voyez en haut à droite. Et David avait déjà dit, déjà lors du lancement de la première version, attention, formez vos testeurs, ayez confiance dans vos testeurs, supervisez vos testeurs et arrêtez de faire n'importe quoi. Et là, on retrouve dans la deuxième édition du guide testing un certain nombre de préconisations, que ce soit sur des outils d'automatisation des tests, que ce soit sur des outils de gestion des tests, ou que ce soit sur des outils, par exemple, pour réaliser de manière plus efficace et plus pertinente, par exemple, des tests de montée en charge, des tests de performance et des choses comme ça. Et là, on a beaucoup de choses qui sont disponibles pour pouvoir tester de manière intelligente et pertinente. Pour terminer sur ce premier webcafé GAMP francophone, en résumé, gardez bien à l'esprit que ces preuves de tests secondaires ne sont pas demandées dans les exigences réglementaires. C'est quelque chose que l'on peut faire en plus si cela est pertinent, mais il n'y a aucune obligation réglementaire à fournir ces preuves de tests ou à générer ces preuves de tests supplémentaires. La deuxième chose, c'est qu'il faut s'assurer que nos scripts de test vont être écrits de telle manière que quand on va faire la revue, on arrive sur une revue qui est possible même sans avoir de copie d'écran. Ça veut dire qu'il faut que ce soit correct, que ce soit complet, que ce soit non ambigu. Et là arrive en fait l'art de la rédaction des cas de test et des critères d'acceptation, qui va être de rédiger ces tests-là de telle manière que le testeur va pouvoir documenter de manière claire, univoque, mais surtout de manière concise, les observations qui auront été faites. Et très souvent, même si les activités de test sont relativement complexes, le résultat attendu devrait être formulé de telle manière que je puisse, avec un mot ou une phrase, mais une courte phrase, décrire l'observation. Et si je me donne la peine d'avoir des tests correctement rédigés et des critères d'acceptation correctement rédigés, je vais voir que derrière, l'effort pour enregistrer ces résultats, pour enregistrer manuellement ces observations de test, l'effort va être relativement limité. Et puis, gardez à l'esprit, vous devez pouvoir faire confiance à vos testeurs parce que les BPF reposent d'abord sur la confiance.
Et pour avoir la confiance, on doit avoir correctement formé des testeurs. Et des testeurs bien formés sont largement plus efficaces que des testeurs que l'on va faire crouler sous la charge du nombre de pièces jointes à générer pour l'exécution d'un test. Et tout ça va se dérouler sous la supervision de l'assurance qualité, sous le contrôle de l'assurance qualité. Dans les BPL, on a l'obligation que QA vienne auditer l'exécution des tests, c'est-à-dire que de temps à autre, QA va venir et va poser des questions et regarder comment les testeurs agissent. En BPF, on n'a pas forcément besoin de cet audit des activités de test au moment de la réalisation, c'est pas demandé. En revanche, rien n'empêche QA de faire des audits pertinents et de s'assurer que les équipes sont correctement formées. Et voilà. J'espère qu'on aura pu vous donner suffisamment d'éléments. Vous aurez la présentation qui sera disponible en PDF après le web café. Vous pourrez la réutiliser si vous avez besoin d'arguments ou d'argumenter, soit avec votre assurance qualité, soit avec l'assurance qualité de vos clients, soit avec les inspecteurs, suivant les cas. Mais ne vous compliquez pas la vie. Hein. Donc, mon message principal là-dessus, c'est on a déjà tellement de choses à faire, autant faire les choses de manière propre, efficace, intelligente, mais pas compliquée. On a une question dans le chat. Quand on réalise une impression d'écran pertinente, celle-ci, doit-elle être complète avec l'horodatage ou être focus sur l'élément que l'on veut mettre en avant, sans horodatage ou contexte? Eh bien, je reviens à un point important, c'est que si on génère des copies d'écran, elles devraient être lisibles. Aujourd'hui, vu la taille des écrans qu'on a, une copie d'écran, suivant le degré de détail et la résolution, si elle prend l'intégralité de l'écran, elle ne va pas être lisible. Donc personnellement, si on me demande de faire des copies d'écran, je vais faire des copies d'écran qui seront axées sur l'observation que je veux documenter. Donc fatalement, mon horodatage ne va pas être là. C'est-à-dire que la présentation de l'heure et de la date ne sera pas là. J'ai entendu dire chez certains clients que dans ces cas-là, c'est rédhibitoire. Ah, si je ne peux pas lire la date, je ne crois pas et tout ça. Fait que je vous rassure sur une chose, on n'est pas là pour vous expliquer comment nuire à l'intégrité des données, mais si vous voulez vraiment manipuler un bitmap pour changer la date et l'heure sur le fichier image, c'est facile à faire. Donc globalement, euh, dire que l'on peut manipuler les données parce qu'il n'y a pas la date, c'est complètement faux. Même avec la date, si quelqu'un est vraiment malhonnête, il peut le faire sans problème. Mais moi, ma question est, si je ne peux pas lire les détails qu'il y a sur la copie d'écran, pourquoi j'ai généré une copie d'écran? Et sur les écrans actuels, ça devient compliqué de pouvoir encore lire tous les détails qu'il y a sur une copie d'écran quand ça arrive sur un format A4. Et puis après ça, il faut arrêter d'être bête. Quand je vois, je l'ai vu plusieurs fois, et en particulier chez un client, la demande de faire avec le téléphone portable, avec le smartphone, pardon, de faire une photo de l'écran de boot d'un serveur pour justifier que le serveur a démarré. Si je teste une application qui doit tourner sur le serveur, à partir du moment où j'ai accès à l'application, c'est que le serveur a démarré. Sinon, je n'aurais pas accès à l'application. Donc, quelle est la valeur ajoutée de justifier que le serveur a démarré? Il y a des choses, il faut un peu plus se concentrer sur ce qui est nécessaire et tout ce qui est implicite, on le laisse implicite. Je n'ai pas besoin de le tester exprès. J'ai même eu pire. Mon grand copain et ami Bob McDowell, dans le même ordre d'idée, est tombé une fois chez un client avec comme question photographier le logo HP quand le serveur démarre pour montrer que c'est un serveur HP. Bah, je ne sais pas, mais dans le cadre d'une qualification d'installation, je peux prendre les informations liées au serveur. Je n'ai pas besoin d'une photo de l'écran de boot pour montrer que c'est bien HP. Donc là aussi, restons raisonnables. On a déjà suffisamment de choses à faire, on n'a pas besoin de se compliquer la vie.
Je vais envoyer la D'autres conclusion. questions? J'allais dire. Je vais envoyer la conclusion. N'hésitez pas à continuer de poser des questions. De toute façon, nous, on va rester encore un petit peu après. Euh, Pour terminer, on vous a mis ici les liens vers les différents réseaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver. On a le site ispegamp.fr qui est toujours en travaux, ça sera encore pour quelques mois. Vous avez bien évidemment la page LinkedIn d'ISPE France. Et il faut savoir que sur LinkedIn, vous avez aussi un groupe ISPE, un groupe GAMP francophone et un groupe Emerging Leader. N'hésitez surtout pas à vous en servir si vous en avez besoin. Vous avez bien évidemment la page YouTube sur laquelle vous êtes actuellement. Et vous avez ici deux QR codes qui vous permettent de tomber sur les groupes Signal et WhatsApp que nous avons ouverts pour GAMP francophone. Donc si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, n'hésitez surtout pas à vous connecter via ces réseaux-là et à nous poser vos questions. Enfin, on voulait revenir sur les gens qui vont potentiellement renouveler leur adhésion prochainement. Vous avez un code promotionnel pour le faire qui vous donne une carte cadeau Amazon de 20 $ qui est FR24. Et surtout, surtout, quand vous réalisez votre adhésion, votre renouvellement ISPE, pensez bien à sélectionner France Affiliate pour que vous soyez bien comptabilisé dans nos membres au niveau des comptes ISPE. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Yves. Au niveau des adhésions, ben, comme toute association internationale, l'ISPE veut savoir un petit peu quelle est l'évolution démographique des différents affiliés. Nous, ça ne nous rapporte pas d'argent, hein, qu'on soit beaucoup ou pas beaucoup, ça ne change rien au film. En revanche, avoir des membres et avoir une progression du nombre de membres, ça nous donne une autre visibilité au sein de l'ISPE. Et il faut savoir qu'on est en Europe avec des affiliés qui sont relativement importants. UK, donc tout ce qui est Grande-Bretagne, ils sont tellement importants qu'ils ont des chapitres régionaux. Et ils ont 4 chapitres régionaux et ISPE UK. DAR, donc toute la partie germanophone, donc Allemagne, Autriche et Suisse, le fait d'avoir ces 3 pays réunis ensemble font qu'ils sont 5 à 6 fois plus nombreux que nous en nombre de membres, en nombre d'adhérents. Nous, on n'est pas beaucoup comparé à d'autres. Donc, avoir des adhérents qui sont motivés, qui se reconnaissent comme étant membres d'ISPE France, ça nous aide aussi à avoir un peu plus de crédibilité au niveau international. Et c'est important parce que dans les discussions internationales, la crédibilité des uns et des autres est toujours importante quand on a besoin d'argumenter. Puis en plus de ça, on est une équipe sympa, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à participer aux événements. Si vous On avez retourne encore. sur les questions, Quentin? Il n'y a pas eu d'autres questions pour le moment. Donc, si vous avez des questions, je vous laisse encore une minute avant de passer le live en mode final. Mais ça a l'air d'être Merci assez Jérôme calme. pour le compliment. Il y a une remarque qui était gentille là, sur le cours particulier. Ouais. Oui, non, on a eu des discussions intéressantes il y a quelques semaines en arrière. Effectivement. Encore désolé pour les quelques problèmes techniques qu'on a eu en cours de live à un moment. On a eu une perte internet d'un de nos deux côtés, je sais pas où, mais ça a duré que quelques secondes, donc je suis pas spécialement intervenu. Et j'étais en train de faire du SAV sur les groupes Signal et WhatsApp justement parce que certains nous disaient qu'ils n'arrivaient pas à rejoindre le live. C'est pour ça qu'à 2-3 moments la régie faisait plus son boulot et cliquait pas bien. Désolé de tout ça. Peut-être encore une remarque, on a prévu d'avoir des webcafés réguliers. Régulier, ça ne veut pas dire qu'on vous dira chaque premier jeudi du mois à 9h et à 13h, on aura un webcafé. Ça dépend aussi de nos contraintes professionnelles, donc ce ne sera pas toujours un jour fixe. Si vous avez des sujets de webcafé qui vous intéressent, que ce soit au niveau ISPE France en général, donc qualification, validation, design des processus, système de gestion de la qualité, ou que ce soit des questions qui sont plus relatives aux activités GAMP, surtout n'hésitez pas. On a prévu aussi quelques webinaires, on n'a encore pas les dates, pas complètement figé les dates. Il y en aura un de toute façon sur Pharma 4.0
Il y en aura un autre sur la classification des systèmes, parce que c'est des questions récurrentes qui arrivent dans quasiment chaque cours, chaque formation, chaque audit, chaque rencontre. Ah, est-ce que tu veux m'expliquer comment on peut classifier les systèmes? Donc là, on aura quelque chose là-dessus. On aura aussi quelque chose sur les audit trails et les log systems pour bien faire la ségrégation. Qu'est-ce qu'un audit trail, qu'est-ce qu'un log system et pourquoi ce sont deux usages différents. Et puis, j'ai eu l'occasion, vous avez peut-être eu l'occasion de l'entendre, l'annexe 11 est en cours de révision. Dès que l'ébauche de l'annexe 11 sera publiée, donc pour l'instant, on parle du quatrième trimestre de cette année, donc octobre, novembre, probablement pas avant cette date-là, nous aurons des groupes de travail pour commenter le contenu d'une draft. Et là, je vous encourage grandement à participer à ces groupes de travail parce que c'est votre avenir. Moi, j'ai pas prévu de m'arrêter très vite dans l'industrie, mais bon, mon avenir dans l'industrie est forcément plus limité que celui de Quentin ou celui de collègues qui ont 20 ou 30 ans de moins que moi. Il faut juste savoir une chose, c'est que les exigences réglementaires sont dans les textes réglementaires, que les textes réglementaires ne sont pas révisés très souvent. La dernière révision de l'annexe 11, c'était 2011, donc si on tient la distance, ça veut dire que la prochaine révision sera en 2026, parce que 2025, il va falloir consolider les remarques qu'on aura collectées avant. Donc, sur 15 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Mal commenter ou ne pas suffisamment commenter un texte réglementaire à l'état d'ébauche, ça veut dire qu'on va prendre cher pendant 15 ans. Ce serait bien que dans l'industrie, les uns et les autres, que ce soit prestataires, que ce soit utilisateurs réglementés, vous vous motiviez pour participer à ces groupes de commentaires. Fait que personnellement, je vais en organiser un pour GAM francophone. Je vais très probablement être aussi impliqué sur le groupe de travail au niveau de European Compliance Academy, parce que c'est ce que j'ai fait ces dernières années en parallèle. Donc au niveau de l'ECA, on sera en anglais, au niveau de GAM francophone, on sera en français. Mais en tout état de cause, saisissez les chances de commenter, parce qu'après, c'est trop tard pour pleurer. Je vois qu'on n'a pas eu d'autres questions, du coup je propose qu'on termine là pour aujourd'hui. Merci à tous, à très bientôt. N'hésitez surtout pas à nous envoyer vos questions, vos sujets de webinaire ou de webcafé dans les différents moyens de communication qu'on vous a mis. Et puis à très bientôt. Merci tout le monde, bye. Faites de la pub. À bientôt.